Donc, on va reprendre après cette courte pause avec un sujet un peu introductif autour de l'endométriose, en sachant que ce cours a juste vocation à mettre un peu en place les différentes idées autour de l'endométriose, et vous aurez d'autres cours dédiés à à l'imagerie et la spécificité de l'imagerie dans un contexte d'endométriose avec une excellente radiologue qui fait ça depuis des années. Puis il y a un cours sur la prise en charge de l'infertilité, puis il y a un cours sur la prise en charge de l'infertilité dans un contexte d'adénomiose, et puis un cours sur la stratégie globale et une séance de cas clinique. Donc c'est quelque chose qu'on va traiter vraiment sur plusieurs heures. Je vais essayer d'être rapide pour récupérer un peu le retard, surtout que certaines informations ne sont pas vraiment intéressantes. C'est une pathologie voilà, qui est de plus en plus étudié, un nombre très important de publications qui augmente. Il y a plus de 30 000 articles publiés actuellement, donc si vous les connaissez tous, c'est impossible. Et puis, c'est une pathologie dans laquelle on a une tendance, parce qu'on parle des centres experts, et tout le monde veut être expert de l'endométriose, donc ça devient compliqué. Je pense qu'il y a des sites qui aident vraiment à voir les gens qui s'y connaissent en matière d'endométriose, surtout en se basant sur leur activité de publication scientifique. Après, est-ce que si on publie beaucoup, on est vraiment un expert? Ça, c'est une autre question. Mais bon, ça vous donne des petits repères. La définition, vous la connaissez tous, c'est la présence de l'endomètre en position ectopique. La prévalence est très importante, c'est 10% de la population générale. Personne connaît la prévalence exacte parce que la définition de la maladie, c'est la présence de l'endomètre en dehors de l'utérus. Et donc, il faudrait opérer toutes les patientes pour être sûr du diagnostic. Donc, il ne faut pas faire ça du tout. On estime que la prévalence est 10% et c'est une pathologie qui est responsable de douleurs et ou infertilité et qui a un coût important pour la société. D'un point de vue lésionnel, c'est une maladie qui est très hétérogène. Elle est très hétérogène en ce qui concerne les phénotypes. Il y a des femmes qui ont une endométriose superficielle, des petits implants sur le péritoine. Il y a des femmes qui ont des endométriomes, des kystes ovariens d'endométriose. Il y a des femmes qui ont une endométriose profonde, l'endométriose profonde qui est définie par la pénétration plus de 5 mm sous le péritoine ou par l'atteinte de la musculeuse de l'organe cible. Et puis il y a des femmes qui ont une adénomiose, l'endométriose de l'utérus, qui fait partie des phénotypes de l'endométriose. Donc vous voyez, très hétérogène d'un point de vue lésion. Et puis, quand on dit endométriose profonde, endométriose profonde, ça ne veut rien dire. Parce que ça peut être les ligaments utéro-sacrés, ça peut être le vagin, ça peut être la vessie, ça peut être l'intestin, ça peut être l'urtère. Et quand je dis intestin, ça ne veut rien dire. Parce que ça peut être le rectum, ça peut être le sigmoïde, ça peut être la région iliocécale, ça peut être le grêle. Donc voilà, il faut savoir de quoi on parle et donc d'être le plus précis d'un point de vue phénotypique. Et puis, elle est hétérogène aussi pour les symptômes, parce qu'il y a des femmes douloureuses, des femmes infertiles, des femmes complètement asymptomatiques. J'ai insisté sur le caractère hétérogène et sur l'importance des phénotypes, phénotypes décrits en superficiel, endométriome, endométriose profonde, parce que quand on parle en phénotype superficiel, endométriome, endométriose profonde, on comprend de quoi on parle. On comprend et on imagine quelles sont les lésions qui peuvent être à l'intérieur des patientes. Quand on parle avec la classification ASRM, initialement AFS, rebaptisé ASRM, quand on parle en ASRM, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe. Cette classification est une classification en 4 stades, 1, 2, 3, 4, mais ces stades ne donnent pas d'idée précise de l'étendue des lésions. On peut avoir une endométriose digestive avec un stade 2, qui peut être une endométriose difficile à prendre en charge. Et on peut avoir un endométriome de 4 cm qui est un stade 3. Parce que quand vous avez une lésion ovarienne de plus de 3 cm, vous avez 20 points. Et quand vous avez 20 points, vous êtes déjà ici dans un stade 3. Vous rajoutez quelques petites adhérences et vous êtes dans un stade 4 juste avec un endométriome. Donc stade 2, endométriose digestive, stade 4, endométriome. C'est pas du tout pareil. Ça sert à rien. 1, 2, 3, 4 s'appelait parce que dans la tête des gens, ils se disent 1, 2, 3, 4, c'est croissant, 1, c'est petit, gros, c'est sévère. Ces patientes, souvent en consultation, ils vous disent docteur, moi c'est stade 4, hein.
Et en fait, parce que elle s'identifie à une maladie sévère, mais ça veut rien dire. Ici, vous avez un exemple. Vous avez deux patientes qui ont un stade 4. Dans un cas, c'est juste un endométriome avec des adhérences. Et ici, vous avez des endométriomes bilatéraux avec une atteinte digestive. C'est pas du tout pareil. Ça, si on opère, il faut retirer l'intestin. Et si on opère deux ovaires, on détruit la réserve ovarienne. Ici, on peut retirer un endométriome, il va rien se passer. Donc, c'est pas du tout pareil. Alors, c'est une maladie chronique parce que ça démarre à l'adolescence, ça continue jusqu'à la ménopause. C'est une maladie qui est marquée par la menstruation. C'est le moteur de l'endométriose. Le fait d'avoir les règles tous les mois fait que les lésions ectopiques mal placées, tous les mois, elles poussent, elles saignent. Tous les mois, elles poussent, elles saignent. Et du coup, elles créent une inflammation localement. Et cette inflammation est responsable des douleurs. Et on pense que cette inflammation est également responsable des mécanismes de l'infertilité. Est-ce que quelqu'un connaît les mécanismes d'infertilité chez les femmes qui ont une endométriose? Personne ne les connaît. Il y a des choses qui sont intuitives. Si l'inflammation a bouché les trompes, bah, on ne peut pas être enceinte parce que les trompes sont bouchées. Si on n'a pas de rapport parce qu'on a trop mal, bah, on ne peut pas être enceinte parce qu'on n'est pas exposé aux spermatozoïdes. Néanmoins, si les trompes sont perméables et le sperme est normal et on a des rapports, pourquoi ça ne marche pas? Bah, personne ne sait. Et du coup, les médecins aiment bien tout expliquer et donc ils font toute une série d'interprétations et ils disent c'est parce qu'il y a une inflammation de la cavité péritonéale, parce qu'il y a une inflammation de l'utérus, peut-être parce qu'il y a une inflammation dans les ovaires, peut-être parce qu'il y a une inflammation du myomètre due à l'adénomiose, on n'en sait rien. Le message qu'il faut retenir, c'est que la 50%, probablement 50% des femmes vont concevoir spontanément sans aucune difficulté. Donc, endométriose n'est pas synonyme d'infertilité. Et puis, c'est pas que l'infertilité, c'est aussi des conséquences qui peuvent se prolonger sur le déroulement de la grossesse, avec des risques accrus de pathologies pendant la grossesse, de prématurité, de placenta prévia, dû à des facteurs inflammatoires et ou hormonaux. L'adénomiose, je ne vous en parle pas parce que Mathilde vous en reparlera euh, jeudi après-midi. Alors, l'autre chose qui est intéressante, c'est de dire, OK, d'où vient la maladie? Il y a plein de théories différentes. La théorie de l'implantation, la théorie de la métaplasie, l'induction, la théorie métastatique. De ces théories, celle qui paraît la plus séduisante à l'heure actuelle, c'est la théorie de l'implantation. C'est quoi cette théorie de l'implantation? Ça correspond à la migration lors du reflux menstruel d'un petit morceau d'endomètre qui remonte à travers les trompes et qui va s'accrocher dans le péritoine. Donc, il s'implante dans le péritoine. C'est la théorie qui nous paraît la plus séduisante à l'heure actuelle. Et il y a des arguments cliniques qui sont en faveur de cette théorie. Le premier, c'est qu'il y a un reflux menstruel qui est quasiment physiologique. Quand on fait une cystoscopie pendant les règles chez une femme, il y a toujours du sang de la cavité péritonéale. On estime que le reflux menstruel est présent chez probablement 90 voire 100% des femmes, mais elles n'ont pas 100% d'endométriose. Donc il y a d'autres mécanismes qui peuvent rentrer en jeu, on y reviendra après. Puis les cellules endométriales sont viables, donc elles peuvent implanter. Et la distribution anatomique est quelque chose qui évoque beaucoup ce mécanisme de reflux. Qu'est-ce que c'est la distribution anatomique? La distribution anatomique fait que quand on décrit les lésions dans le ventre, ces lésions sont distribuées avec un sens qui dépend de l'anatomie du pelvis et de la gravité. Ça veut dire quoi de l'anatomie pelvique et de la cavité? Ça veut dire que ces lésions sont le plus souvent pelviennes en bas qu'abdominales. On est debout, donc ça descend en bas, c'est quand même pas compliqué. Puis dans le ventre, il y a une partie qui est plus déclive, c'est l'arrière, c'est le postérieur. Les lésions, elles sont plus souvent postérieures, ligament utérosacré intestin, qui est intérieur vésical. Dans le pelvis, elles sont plus souvent à gauche qu'à droite. Pourquoi? Parce qu'à gauche, il y a la charnière recto-sigmoïdienne qui fait que le sang peut stagner plus facilement à gauche qu'à droite. Et euh, au niveau sus-mésocolique, ça veut dire au niveau abdominal, au niveau du diaphragme, parce qu'il peut y avoir des lésions diaphragmatiques, les lésions sont plus souvent à droite qu'à gauche. C'est l'inverse qu'est dans le pelvis. Pourquoi? Parce qu'il y a des flux dans le péritonéaux
avec une circulation qui fait que le sang remonte d'abord sur la coupole droite qui est à gauche. C'est le même mécanisme qui fait que dans les cancers ovariens, il y a d'abord des lésions sur la coupole droite qui est à gauche. Et ça évoque quelque chose de mécanisme, donc dans un problème de reflux. Mais ce reflux n'explique pas tout parce que, on l'a dit, c'est 100% des femmes qui vont avoir un reflux menstruel et elles ne vont pas toutes développer une endométriose. Puis, c'est le même mécanisme de départ, le reflux menstruel. Et pourtant, quand on dit endométriose, on ne dit rien parce que ça peut être une endométriose superficielle, ça peut être un endométriome et une endométriose profonde. Donc, comment c'est possible que le même mécanisme de départ donne des lésions autant différentes? Et puis, et ça, c'est probablement, donc le fait que ça n'existe pas chez tout le monde et le fait que ça soit très hétérogène, ça implique qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes génétiques, nutritionnels, hormonaux, épigénétiques qui influencent le développement de l'endométriose. Et parmi ces éléments, le facteur immunologique est quelque chose qui est de plus en plus pris en considération à l'heure actuelle. Et je vous passe les travaux scientifiques, mais voilà, parce que ça rentre un peu dans le détail et j'ai pas envie de vous embrouiller. C'est 3 diapositives, un gros papier publié dans le New England qui, voilà, qui parle de ce rôle immuno important. Nous, on a fait des papiers aussi sur les lymphocytes B, sur les macrophages. Peu importe, le message que j'essaie de vous donner, c'est qu'il y a un rôle important du système immunitaire. Et pourquoi il y a un rôle important du système immunitaire? C'est parce que si le reflux est le primum movens qui permet aux cellules endométriales de se retrouver dans la cavité péritonéale, si dans la vaste majorité des gens, l'endométriose, heureusement, ne se développe pas, c'est parce que il y a un rôle du système immunitaire qui nettoie ces lésions mal placées de la cavité péritonéale. Et probablement chez certaines patientes, le système immunitaire est plus permissif et laisse ces morceaux d'endomètre s'implanter en position ectopique. Et c'est pour ça que le système immunitaire joue un rôle très important et je vais vous le remontrer après. Et c'est pour ça que l'endométriose est associée à tout un tas de pathologies auto-immunes systémiques parce que probablement il y a un fond commun qui est une anomalie du système immunitaire, tant pour le développement de l'endométriose que pour le développement d'autres maladies auto-immunes. Une autre théorie, c'est le reflux existe chez tout le monde, mais les femmes qui ont une endométriose ont un endomètre plus agressif qui s'implante, alors que chez les autres, il ne s'implante pas. C'est 2 théories différentes. On a de plus en plus d'arguments sur le rôle du système immunitaire. Et alors, le diagnostic, c'est surtout de ça qu'on va parler, et le traitement, c'est pour après. Le diagnostic, des informations capitales. Ça, tout le monde le connaît. C'est un calvaire de faire le diagnostic d'endométriose. Il faut voir plus de 5 médecins. Il faut 6 à 10 ans pour faire le diagnostic. J'ai envie de dire, tout le monde le répète parce que voilà, c'est un argument. On dit le délai est très lent. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de délai, quoi. Si vous connaissez l'endométriose, le délai est 0. Donc ça, c'est has-been, hein. Mais c'est vrai que on rappelle ce qu'on a mal fait longtemps pour un peu, c'est le principe de l'histoire, hein. On essaye d'apprendre de l'histoire, on a fait des bêtises longtemps, on arrête de le faire. Mais ça ne va pas dire qu'aujourd'hui, il faut 10 ans pour faire un diagnostic d'endométriose, hein. Et, et malheureusement, on fait le diagnostic, parfois on opère les patientes, et en France, dans une enquête qu'on a fait à Ipsos, le laboratoire Gédéon nous aidait à la mettre en place, sur 1500 patientes qui ont été interrogées, c'est terrible, hein. Il y a quasiment toutes les patientes qui ont été opérées au moins une fois. Plus de 2 tiers des femmes en France sont opérées d'endométriose. C'est quand même fou, hein. Et ces femmes, il y en a quasiment, parmi ces femmes opérées, il y en a un tiers qui sont opérées de façon interactive. C'est-à-dire, opérer une fois, ça ne leur suffit pas, les opérer 2 fois, 3 fois. Et malheureusement, dans une grosse enquête réalisée au Canada, ces femmes qui sont opérées et réopérées, parfois, elles continuent à consulter, même quand elles ont opéré, qu'elle soit une cellulodiagnostic, une petite chirurgie, une grosse chirurgie avec une exectomie, une hystérectomie. Elles continuent à voir des docteurs parce qu'elles continuent à avoir mal
70% des cas en post-opératoire. Donc, faut arrêter de croire que la chirurgie résout tous les problèmes. Et puis, on fait de la chirurgie répétitive. Dans les petites chirurgies, souvent, 20% de chirurgie répétitive, on arrête de faire la chirurgie répétitive quand on fait une chirurgie importante avec BSO, ça veut dire annexectomie bilatérale ou hystérectomie. En gros, pour résoudre le problème et plus réopérer les patientes, il faut retirer les ovaires et ou l'utérus. Donc autant vous dire que s'il faut les opérer, on comprend déjà qu'il ne faut pas le faire quand elles sont en âge de procréer. C'est après. Donc, il faut arrêter les opérer jeunes. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on avait modélisé avec M. Chaperon dans un papier qu'on a publié dans de Nature Review, euh, endocrinol. Et voilà, c'est l'histoire naturelle de la prise en charge de l'endométriose qui est malheureusement marquée par une chirurgie pour faire le diagnostic, peu de traitement hormonal et puis des chirurgies répétées, répétées, répétées. Et on s'intéresse parfois trop tard aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Et donc, on pense que tout ça doit être complètement réinversé et on vous en reparlera pour le volet traitement jeudi. Alors, il ne faut pas laisser non plus l'endométriose se développer. Alors, il faut la traiter. Le traitement médical est très important. C'est le traitement de première intention. Ça bloque les règles. On a moins mal. Efficacité très importante. C'est marqué dans tous les papiers. Et pourquoi il faut essayer d'arrêter les douleurs? Parce que la nociception périphérique incessante, ça veut dire que la stimulation des synapses en périphérie permanente par les facteurs inflammatoires sécrétés par les cellules de l'immunité qui attaquent l'endométriose mal placée, cette stimulation périphérique permanente, malheureusement, aboutit à une sensibilisation centrale. Et cette sensibilisation centrale fait que parfois, même après avoir retiré les lésions chirurgicalement, les douleurs peuvent persister. Peuvent persister parce qu'il y a une hyperalgésie, une allodynie et des douleurs spontanées qui persistent après avoir retiré les lésions. Donc c'est très important, pas d'opérer immédiatement les patientes, mais de les traiter tout de suite. Les traiter, ça veut dire donner un traitement médical, c'est le traitement de première intention. Alors, les conséquences sont malheureusement dramatiques parce qu'il y a une altération importante de la qualité de vie. 60% des femmes ont une altération de la qualité de vie à cause de problèmes physiques, mais également émotionnels. Donc, c'est 60% des femmes qui sont impactées, altérées de la qualité de vie quand elles ont une maladie. C'est énorme. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. L'impact est très important. Et puis, ça diminue la productivité au travail des femmes. Elles ne peuvent plus travailler souvent à cause de ces douleurs et de cette altération de la qualité de vie. Et c'est un coût important pour la société. Et alors, le diagnostic, pourquoi il est difficile? Il est difficile parce que les symptômes ne sont pas spécifiques, on va y revenir, parce que longtemps, et c'est surtout le bas de la diapo qui est importante, on ne faisait pas forcément attention à l'attention, à l'endométriose, et on banalisait un peu les symptômes douloureux. On disait, voilà, les règles, on a mal, c'est normal, tout le monde a mal pendant les règles, et donc on s'en fout, c'est pas grave, ça va passer. Et je crois que c'est ça qu'il faut changer, il faut être un peu plus à l'écoute et poser les bonnes questions. Cependant, euh, le diagnostic est aussi pas facile parce que la maladie est hétérogène. La maladie est hétérogène, on l'a déjà dit. Et il y a un deuxième niveau de complexité, c'est que les lésions sont souvent associées entre elles. On, on a rarement que un kyste ovarien d'endométriose. On a parfois un kyste associé à l'endométriose superficielle et associé à des lésions profondes. Et puis les lésions profondes, dans ce schéma, euh, c'est un peu compliqué, inutile de rentrer dans le détail. Le message important, c'est que si vous avez 1000 patientes qui ont une endométriose profonde, vous avez 2200 lésions d'endométriose profonde. Ça veut dire que les femmes ont en moyenne 2 lésions d'endométriose profonde, voire plus. Ça veut dire que ça, c'est la multifocalité des lésions d'endométriose profonde. Et donc, quand on dit on a une endométriose profonde, c'est important de savoir combien de nodules et où ils sont situés. Et l'autre difficulté, c'est que
la maladie est hétérogène, donc ça peut être difficile de faire le diagnostic d'une maladie hétérogène. Et puis, c'est vrai que il y a des femmes qui ont une endométriose et qui ne sont pas symptomatiques. Donc, si on n'est pas douloureux, c'est difficile de faire le diagnostic quand on n'a pas de symptômes. Et là, ça ouvre un panel très compliqué. Est-ce qu'il faut faire le diagnostic quand on n'a pas de symptômes? Bonne question. On en reparlera. Mais, mais est-ce qu'il est justifié de faire le diagnostic d'une maladie qui ne donne pas de symptômes et qui est une maladie bénigne? Ah, après, on n'est plus de la médecine là, hein. On est de la philosophie, hein. Donc, évidemment que non. Donc, voilà. Sauf si c'est une maladie évolutive qui devient un cancer. Mais ce n'est pas le cas, c'est une maladie bénigne. Donc, voilà. Donc, le fait qu'elle soit symptomatique rajoute des problèmes. Et puis, l'hétérogénéité, c'est aussi une hétérogénéité des symptômes et qui ne sont pas spécifiques d'endométriose, on l'a dit, mais qui créent un faisceau d'arguments. Et ces douleurs sont la dysménorrhée, la douleur pendant les règles, la dyspareunie. Ce n'est pas une dyspareunie superficielle, c'est une dyspareunie profonde. Ça veut dire douleur pendant les rapports sexuels, mais plutôt d'une façon dit balistique, profonde. Et puis, c'est des symptômes urinaires. Les symptômes urinaires, ça veut dire, en gros, ça mime une cystite cataméniale, une infection urinaire cataméniale. Ça veut dire que tous les mois, quand on a les règles, on a des brûlures mictionnelles, des impériosités ou une dysurie. Et c'est rythmé par les règles. Les symptômes intestinaux, très importants. Les symptômes intestinaux, c'est une douleur à la défécation, une dyschésie cataméniale. C'est vraiment rythmé par les règles et ça peut être très douloureux, comme un coup de poignard d'aller à la selle pendant les règles. Puis c'est également des femmes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, des douleurs qui sont souvent présents, même en dehors du cycle. Et après, il y a d'autres signes associés qui existent, ce qu'on appelle les sciatalgies cataméniales. C'est des douleurs derrière les cuisses comme des sciatiques, droite, gauche, bilatérale, ou des scapulalgies cataméniales, des douleurs à l'épaule droite qui sont le plus souvent en rapport avec une atteinte thoraco-diaphragmatique. Le problème de ces lésions d'endométriose et de ces symptômes, c'est qu'ils sont souvent associés. Il est rare d'avoir des lésions isolées. Le plus souvent sont associées. Et alors, l'autre problème, c'est les adolescents. Et pourquoi c'est un problème les adolescents? C'est parce que les adolescents, les symptômes démarrent dans 2 tiers des cas, à l'adolescence, et c'est complètement aberrant parce que plus les douleurs démarrent jeunes, chez les femmes jeunes, plus le délai pour faire le diagnostic est long. Alors qu'il démarre dans 2 tiers des cas à l'adolescence. Et c'est donc la période où il faut surveiller le plus les femmes. Et vous dites, oui, mais bon, ça paraît facile comme ça, donc on va faire attention à toutes les adolescentes. C'est facile. En fait, on ne va pas faire attention à toutes les adolescentes, parce que si on fait attention à toutes les adolescentes, ça devient compliqué, parce qu'il y a des enquêtes réalisées en Suède, je crois. 1000 femmes interrogées entre 15 et 19 ans sur leur profil de règles, il y a 93% des adolescentes qui ont des dysménorrhées sévères. Donc elles ont toutes mal à l'adolescence. Donc elles ne vont pas toutes avoir une endométriose. Donc ça complique un tout petit peu les choses de cette surveillance à l'adolescence et ça peut expliquer pourquoi parfois quand les symptômes démarrent à l'adolescence, on met un peu de temps avant de faire le diagnostic parce qu'on attend de voir si les douleurs persistent ou disparaissent tout seuls. Mais les femmes qui vont avoir une endométriose à l'âge adulte, plus tard, c'est des femmes qui ont un vrai handicap au quotidien de cette maladie. Et c'est un vrai handicap au quotidien, ça se traduit avec un absentéisme scolaire, elle ne peut pas faire du sport pendant les règles. Et puis, il y a également un autre caractère qui est important, les douleurs ne sont pas tout le temps cycliques chez ces femmes, c'est pas que des douleurs menstruelles, c'est des femmes qui ont mal qui ont mal au ventre le plus souvent enfin, tout le temps, quoi. Donc c'est aussi des douleurs chroniques. Donc il faut faire attention à des symptômes associés aux dysménorrhées. Les dysménorrhées, effectivement, c'est plutôt banal à l'adolescence,
mais la présence de symptômes associés et puis des dysménorrhées invalidantes sont des signes qu'il faut prendre en compte. Alors, l'autre chose qu'il faut maintenir en tête, c'est que ces scores de douleur, ces douleurs doivent être évaluées à l'aide d'une échelle visuelle analogique de 0 à 10, que ce soit pour la dysménorrhée, dyspareunie, signe digestif, signe urinaire, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à préciser si les douleurs sont sévères. Sévère, c'est supérieur ou égal à 7. Et sévère, c'est un petit signe, une recherche de toutes les lésions d'endométriose profonde. C'est quelque chose qu'on a mis en évidence en s'intéressant aux endométriomes. Les endométriomes, c'est des kystes d'endométriose qui sont quasiment faciles à diagnostiquer pour tout le monde. Il suffit de faire une échographie et ou une IRM. Là, on fait le diagnostic avec une sensibilité, une spécificité proche de 100% pour les endométriomes. Et quand on a un diagnostic d'endométriome, il est très important d'évaluer les scores de douleur parce que quand les scores de douleur sont élevés, on se retrouve dans cette situation-là. Un endométriome douloureux, c'est un endométriome qui est le plus souvent associé à une endométriose pelvienne profonde. Et donc, il faut faire le bilan avec des examens d'imagerie par des référents pour rechercher les lésions d'endométriose profonde. L'examen clinique, ça M. Chaperon vous en reparlera jeudi après-midi. Ça, c'est très important. C'est globalement tous les signes qui peuvent être recherchés à l'interrogatoire et qui peuvent être associés à l'existence d'une endométriose. Et ça commence avec les antécédents familiaux, les apparentés au premier degré mère-sœur. Quand il y a une histoire familiale d'endométriose, il y a un risque accru d'avoir une endométriose. Il y a des éléments retrouvés de la période néonatale, comme la prématurité, le faible poids de naissance, l'allaitement artificiel. Puis, il y a des choses autour de la période de l'adolescence, comme la dysménorrhée primaire qui empêche les activités de la vie quotidienne, l'absentéisme scolaire, une douleur qui résiste aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, la migraine, et puis les symptômes avec une récidive cataméniale, que ce soit des symptômes digestifs, des symptômes urinaires, diaphragmatiques, sciatiques, puis la fatigue, l'insomnie, dépression, et puis tout le panel des maladies auto-immunes associées qu'on a évoquées avant. Il y en a plein, il y a du lupus, il y a la sclérodermie, il y a des dysthyroïdies auto-immunes. Et donc, c'est-à-dire que l'interrogatoire doit être assez complet quand vous avez une suspicion d'endométriose parce que vous pouvez trouver plein de petits signes à l'interrogatoire qui vous orientent vers ce diagnostic. L'examen clinique est globalement pauvre. En dehors de sentir un endométriome ovarien, une induration des ligaments utéro-sacrés, ce n'est pas l'examen clinique qui va vous faire le diagnostic d'endométriose. Le diagnostic d'endométriose, vous allez l'évoquer avec votre interrogatoire et c'est l'examen d'imagerie qui va faire le diagnostic. Et non seulement va vous faire le diagnostic d'endométriose, mais va vous préciser le phénotype. Est-ce que c'est l'endométriose superficielle? Est-ce que c'est l'endométriome, l'endométriose profonde et de l'adénomiose? Est-ce qu'il vous précise bien le diagnostic? Revue de la Cochrane ancienne montre des sensibilités et spécificités qui sont excellentes pour le diagnostic des endométriomes, excellentes pour les diagnostics des endométrioses pelviennes profondes. Là où l'endométriose est plus difficile à être diagnostiquée, c'est là où l'imagerie est pas bonne, c'est l'endométriose superficielle. Et je passe les détails des papiers de radio parce que là, Anne-Élodie Millicher vous montrera ça jeudi. En gros, le plus important pour faire le diagnostic, c'est travailler avec des radiologues avec qui vous êtes en confiance et qui vont vous aider à faire le diagnostic. Il n'y a plus de place pour faire des celluloscopies diagnostiques et l'étape où on est aujourd'hui, c'est ici. En fait, on est dans cette collaboration entre gynécologues et radiologues qui vous permettent de faire un diagnostic non chirurgical et qui est la porte d'entrée dans toutes les approches thérapeutiques, qui peut être la chirurgie, le traitement médical, l'assistance médicale à la procréation. Assistance médicale à la procréation veut dire pas seulement FIV, veut dire aussi préservation de la fertilité et, euh, et, et les thérapies associées. Tout ça, c'est ce qui va être traité progressivement jeudi. Donc, merci pour votre attention.
et je veux bien répondre à vos questions, surtout autour du diagnostic, pas le traitement, parce que sinon on débordera sur les autres aspects qu'on va traiter jeudi. Il n'y a pas de questions en ligne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si on a des dysménorrhées et d'autres signes évocateurs d'endométriose, mais avec des examens d'imagerie normale, est-ce que du coup ça justifie quand même une célio ou est-ce qu'il vaut mieux traiter à l'aveugle Alors, les dysménorrhées avec un des examens d'imagerie normaux, c'est ça? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Euh, et et les dysménorrhées avec un examen d'imagerie normale, ça doit faire euh, penser deux choses. La première, est-ce qu'on est sûr du bilan d'imagerie? Donc, ça veut dire que si c'est moi, gynécologue, qui a fait l'échographie pelvienne normale, elle a des dysménorrhées, je suis incapable de faire le diagnostic. Et comme le problème, c'est que beaucoup, voire 100% des gynécologues en ville qui n'ont pas de formation spécifique en imagerie de l'endométriose font de l'échographie pelvienne, ils vont vous dire, vous avez rien, madame. Mais le gynécologue que j'aime beaucoup, qui est en ville, il va voir qu'un endométriome. Il va pas être capable de voir une endométriose profonde parce qu'il n'a pas été formé pour. Ceux qui sont formés sont très performants pour l'avoir. Mais donc, première question, est-ce qu'on est sûr du bilan? Puis, si on est sûr du bilan, ça veut dire que soit elle a une endométriose superficielle, soit elle a une autre cause. De toute façon, il faut la traiter. Vous la traitez en bloquant les règles. Si les symptômes s'améliorent, c'est que probablement c'était quelque chose dû à la menstruation cyclique, donc au saignement des lésions ectopiques. Et donc c'est un test thérapeutique entre guillemets. Et ça vous donne la réponse. Si elle est toujours douloureuse, bien sûr, il faut faire une cellule. Mais vous faites une cellule en sachant que vous allez traiter une probable endométriose superficielle. Oui. Ma question, c'était pour l'adolescente. Vous avez bien dit qu'il y a des dysménorrhées importantes. À quel moment on pourrait dire non, il y a un fort risque d'endométriose, il faut qu'on prescrive l'IRM pelvienne. Donc, est-ce que assez souvent, c'est des patients qui sont rapidement mis sous pilule et qui ont une amélioration derrière. Donc, et on se retrouve à l'âge de 28 ans, qu'elle arrive, elle arrête la contraception, les douleurs, etc. Alors, c'est vrai qu'entre l'adolescence et 28 ans, il y a quand même un peu de temps qui passe. Hein. Et exactement, vous avez fait la bonne caricature. C'est pour ça qu'ils mettent 10 ans pour faire le diagnostic. Parce que elles ont des règles douloureuses, on leur donne une pilule, ça va mieux. Et on l'oublie. Est-ce qu'il faut l'oublier? Non. Faut pas non plus affoler, faut pas terroriser, faut pas faire peur. On rappelle qu'on parle d'une maladie bénigne et que c'est vrai que la pilule ne va pas empêcher la progression de certaines maladies. Si elle progresse, en fait, elle progresse probablement pas. Elle s'installe à l'adolescence. Et quand elle s'installe, après, elle reste stable probablement tout au long de la vie. Parce que si elle était une maladie, si c'était une maladie progressive, on n'aurait que des petites endométrioses à l'adolescence et on n'aurait que des atteintes digestives à 40 ans. C'est pas le cas. On a des endométrioses digestives à 20 ans qui restent identiques jusqu'à 40 ans. Donc ça s'installe à un moment de la vie d'une femme et ça reste le plus souvent stable par ailleurs, sauf cas exceptionnels. Et, et quand elle a mal à l'adolescence, bien sûr, il faut la soulager, il faut faire la mettre sous traitement hormonal s'il le faut. Et si elle est soulagée, c'est que probablement c'était quelque chose de rapport avec la menstruation et donc le côté cataménial, donc l'endométriose. Et après, il faut faire un examen d'imagerie. Et les jeunes filles à qui on ne peut pas faire d'échographie pelvienne, on fait des IRM et on a publié ce mois-ci un papier dans Fertile Stérile sur notre expérience d'IRM d'endométriose dans les adolescentes. Les adolescentes entre 14 et 20 ans ont des endométriomes, de l'endométriose profonde, des atteintes digestives, de l'adénomiose. Donc, on pourra s'y attendre 30 ans pour faire le diagnostic, mais il faut juste le savoir. Et après, on explique, on n'inquiète pas. Hmm.